À l'occasion de la parution récente d'une nouvelle traduction commentée du Politique de Platon, dirigée par Monique Dixot, que voici, qui est le premier volume en fait d'une nouvelle série qui s'intitule Les dialogues de Platon, donc chez Vrin. Je voudrais expliquer brièvement en quoi ce dialogue de Platon, le Politique, est un texte incontournable de la tradition philosophique. Alors, on se demandera peut-être pourquoi il est nécessaire d'expliquer ce point et le fait que ce dialogue soit incontournable. En fait, la raison principale tient à ce que malgré les travaux récents et pointus dont ce dialogue a fait l'objet dans les 20 dernières années, le politique souffre toujours, au sein des dialogues de Platon, d'une mauvaise réputation relative. Alors, nombreux sont les commentateurs, les exégètes qui voient encore dans ce dialogue un texte scolaire, voire un texte confus. Nombreux sont ceux également qui, rebutés par la dialectique, en apparence aride, de ce dialogue, préfèrent puiser en lui comme dans une sorte de réserve où on trouverait des petits passages méthodologiques utiles à l'exégèse d'autres dialogues de Platon, autres dialogues qui seraient importants ceux-là, à la différence de celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a reproché et qu'est-ce qu'on reproche encore aux politiques? En fait, la liste des reproches serait très longue et ça nous prendrait beaucoup de temps de la suivre exhaustivement. Disons qu'on a principalement relevé les manques de ce dialogue. Son soi-disant manque d'unité et de structure, son manque de méthode, et enfin son manque de style, son manque de la concrétude qui siérait à son objet, à savoir la politique. Donc un dialogue trop abstrait. Tous ces reproches, on le voit bien, sont en fait que des variations autour d'un même thème. Le politique semble se donner deux objets différents, la politique, comme son titre l'indique, et la dialectique, comme sa méthode semble l'indiquer, et de ce fait, il semble les manquer tous les deux. Alors prenons un peu ces reproches un peu en détail. Le premier reproche qu'on fait aux politiques est son soi-disant manque d'unité. Et en effet, à la suite du sophiste, donc le sophiste est le dialogue qui précède dramatiquement dans la succession des dialogues le politique, à la suite du sophiste donc qui le précède dramatiquement, le politique a pour but, se fixe pour tâche explicite de définir l'homme politique, en grec le politikos aner. Et il a pour but de définir la compétence que cet homme politique détient et qui justifie justement qu'on dise c'est un politikos. Cependant, tous les lecteurs de ce dialogue le savent bien, cette recherche de l'homme politique suit un cours extrêmement sinueux. Alors on peut le décrire un peu comme ça, de manière, on peut le caractériser de manière descriptive. Le dialogue commence par des divisions dichotomiques, qui sont en apparence inégalement pertinentes. Pendant ces divisions, on apprend par exemple, lors de considérations zoologiques, que l'homme est un bipède sans plumes. Ces divisions sont entrecoupées de parenthèses méthodologiques. Ces parenthèses mènent à un très long mythe, un mythe cosmologique, anthropogonique, donc sur la naissance de l'homme et des autres vivants. Mythe tellement complexe que son détail fait encore débat parmi les spécialistes. Ce mythe nous conduit à une analyse minutieuse de l'usage des modèles dans l'enquête dialectique, l'usage des paradigmes. Et cette analyse des paradigmes nous mène à une très longue et minutieuse division du tissage, qui est le texte le plus précis et le plus long que l'Antiquité nous ait transmis sur cet art. Alors, on voit bien que c'est quand on est déjà fort avancé dans le dialogue, aux alentours de la page 287 dans les divisions traditionnelles, c'est donc uniquement quand on est fort avancé dans le dialogue que l'étranger Délé et Socrate, les deux interlocuteurs, Socrate le jeune, les deux interlocuteurs du dialogue, abordent enfin l'objet du dialogue qui est le politique et sa définition, et la définition de sa compétence et de sa place dans la cité. Alors, le reproche qu'on fait au dialogue de manquer d'unité, que je viens de caractériser rapidement, on appelle un deuxième, c'est celui de manquer de méthode. C'est un peu les deux faces d'une même pièce. Il est évident, à la première lecture, et pour n'importe quel lecteur moderne, que c'est dans le politique, plus que dans tout autre dialogue de Platon, que Platon prend
un malin plaisir à souligner, parfois avec insistance, certains diraient avec lourdeur, les errements de l'investigation dialectique. Alors, évidemment, le sophiste, le dialogue qui précède le politique, n'est pas exempt de ce genre de sinuosité ou de métadiscours. Mais c'est intéressant de comprendre que la situation du sophiste est tout à fait différente. Dans le sophisme, le lecteur comprend immédiatement pourquoi la recherche dialectique suit un cours sinueux. En fait, c'est parce que le sophiste qu'on cherche à définir, dans le sophiste, est une image sans modèle, qu'il est partout et nulle part à la fois, parce que il est un chasseur chassé. C'est donc pour toutes ces raisons qu'il apparaît toujours fuyant, toujours là où on le trouve, mais aussi en même temps ailleurs. Rien de tel dans le politique, où au contraire c'est le dialecticien à la recherche de son objet qui se perd. C'est pas son objet qui, est difficile à capturer, c'est le dialecticien lui-même qui se perd à la recherche de son objet, ce qui est une différence marquante entre les deux approches des dialogues. Alors comment il faut interpréter du coup ces errements dans le politique? Est-ce que ce sont les errements, par exemple, d'une méthode par essai et par erreur, dont ça serait le seul exemple dans les dialogues de Platon? Est-ce que ces errements sont ceux d'un dialogue bâclé ou simplement raté? Est-ce que le dialogue serait en fait une sorte d'exercice scolaire destiné aux élèves débutants à l'académie? Alors, je liste ces différentes options parce qu'en fait l'historiographie du politique est pleine de ce genre de réponses apportées aux questions que j'ai soulevées. Alors, à ces deux reproches relatifs au manque d'unité et au manque de méthode du dialogue, on en ajoute souvent un troisième, qui n'est pas toujours clairement formulé, mais qui est, me semble-t-il, omniprésent dans la littérature contemporaine, à la littérature secondaire contemporaine sur le dialogue. Le politique, parce qu'il entremêle enquête sur la méthode et enquête sur la nature de la science politique, est en fait trop abstrait pour être un dialogue véritablement concerné par la politique. Et il suffit de le comparer à la République et aux lois, c'est-à-dire aux deux grands dialogues politiques de Platon. En fait, il manque aux politiques ce que la République ou les lois parviennent si bien à accomplir, c'est-à-dire une analyse véritablement politique de questions authentiquement politiques. En définitive, il manque aux politiques tous les éléments qui font des deux autres grands dialogues des textes incontournables de la philosophie politique. Il lui manque la minutie et l'aspect concret des lois, et il lui manque évidemment la force spéculative de l'utopie de la République. Les reproches que je viens d'égrener et de détailler ne sont pas purement gratuits. C'est ça qui est fascinant dans la lecture de ce dialogue. En fait, ils ont une commune origine dans le texte de Platon lui-même. Il suffit de lire un passage du politique, un de ces passages dont je parlais, qui font partie de ces digressions méthodologiques en apparence déconnectées du sujet, où Platon prend du recul par rapport à sa propre enquête. Je lis donc un passage en 285D. Qu'en est-il alors de notre recherche au sujet du politique? Est-ce en vue de lui que nous la sommes proposés, ou plutôt pour devenir meilleurs dialecticiens sur tout sujet? Pour le devenir en tout domaine, c'est évident. À lire ce texte, Platon semble indiquer lui-même que l'objet explicite du dialogue, la définition du politikos aner, de l'homme politique, n'est pas, l'objet explicite du dialogue n'est pas celui qu'on croit. Et pourquoi? Parce que la définition de l'homme politique n'a en fait pas vraiment d'intérêt au regard de la capacité dialectique qu'il s'agit d'acquérir et d'exercer, qui serait, elle, le véritable sujet, le véritable intérêt du dialogue. Alors, la question qui se pose est celle de savoir comment on peut comprendre ce curieux regard que Platon porte sur le problème qui l'occupe dans ce dialogue. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'indiquer au lecteur que le sujet du dialogue est parfaitement accessoire,
qu'après tout qu'on aurait pu avoir un autre sujet, que ça n'aura pas fait grande différence. Ou est-ce qu'il s'agit, plus fondamentalement, pour Platon, de rappeler ce qui constitue la thèse centrale de sa pensée politique, à savoir que la politique n'est juste et efficace qu'à la condition sine qua non, d'être subordonnée à la philosophie. Donc on retrouverait dans le politique, c'est une des thèses et des options que je défends, en fait, la thèse fondamentale du philosophe roi, mais vue d'une autre manière. Au fond, pour saisir la profondeur philosophique de ce dialogue déroutant, il faut, me semble-t-il, comprendre que ces prétendues faiblesses que je viens d'écrire sont ce qui, au contraire, constitue sa force. Pour le dire encore autrement, au fond, la stratégie dialectique du dialogue est partie intégrante de sa leçon philosophique, de ce qu'il porte philosophiquement. Ce qui revient à dire, notamment, que l'effet dialectique de ces multiples tours et détours que j'ai brièvement décrits, qui sont tellement caractéristiques de ce dialogue, que l'effet dialectique donc, de ces sinuosités n'est pas dissociable de la conception de la politique que le dialogue cherche à défendre. Donc il n'y a pas d'un côté le fond et la forme, ou la méthode et le contenu, les deux sont complètement imbriqués et participent de l'effet philosophique global que Platon cherche à produire dans ce dialogue. Je donne un exemple pour que ça soit justement moins abstrait. Et un exemple que je ne choisis pas au hasard, parce que c'est un exemple particulièrement important, puisqu'il concerne au fond l'anthropologie, sur laquelle le dialogue fait fond et qui sous-tend l'analyse de la politique. C'est la conception de l'homme qui sous-tend l'analyse de la politique que Platon défend. Il me semble que si on lit de près la séquence zoologique du dialogue, celle dont je parlais tout à l'heure, à savoir ces divisions tout à fait extraordinaires, critiquées ensuite par Aristote dans son traité des parties des animaux, où on apprend à la fin que l'homme est un bipède sans plume, et même un bipède non croisant sans plume. Eh bien, si on lit de près cette séquence zoologique, je mets zoologique entre guillemets, du dialogue, on se rend compte que, loin de se livrer à une simple farce, une farce un peu à l'image de la réaction que Diogène de Sinope, Diogène le cynique, a eue à cette analyse de Platon, en brandissant un poulet déplumé, en disant « voilà l'homme de Platon », puisque la définition c'est un bipède sans plume, justement, loin d'être une farce, comme Diogène semble le croire, ou fait semblant de le croire, il me semble que ces considérations zoologiques cherchent au fond à rabattre les prétentions du genre humain qui considère comme absolument donné qu'il a une nature politique. Mais il n'y a pas, c'est ce qu'on apprend aussi dans le politique, il n'y a pas de nature politique, Platon. Pour lui, l'homme n'est pas d'abord et avant tout un animal politique, à la différence de, évidemment, Aristote, son célèbre élève. L'homme n'est pas, par définition et presque par essence, un animal politique. Il le devient, ou il peut le devenir, à moins qu'il ne se transforme en bête sauvage. Le politique l'explique, mais aussi un texte célèbre du livre 6 des lois, à moins qu'il ne se transforme en bête sauvage sous l'effet d'une mauvaise éducation, notamment la mauvaise éducation que les régimes existants corrompus, selon Platon, dispensent aux jeunes gens. Donc il n'y a pas cette espèce de... on comprend, quand on lit la séquence zoologique du politique, que son fond est politique. C'est-à-dire que son fond, c'est une discussion de la nature humaine et de la question de savoir si oui ou non on peut prétendre qu'on a une nature politique. Rien n'est moins certain. Tout dépend de ce qu'on en fait et tout dépend de l'effet de la science politique sur nous. D'où l'importance de bien comprendre le sens de cette séquence zoologique dans l'ensemble de l'argument du dialogue. Alors, ça m'amène à insister sur un aspect que j'estime très singulier du politique, même si il n'est pas exclusif du politique, mais il est particulièrement marqué dans ce dialogue.
un aspect de la dialectique de ce dialogue, la manière que ce dialogue a d'argumenter. L'un des aspects de cette dialectique, aride du dialogue, est un effet que j'appellerais de défamiliarisation. C'est ça que cherche très souvent à mettre en œuvre, cet effet de défamiliarisation, les divisions et les errements dialectiques de ce dialogue. C'est en effet, selon moi, un trait constant et essentiel de l'effort dialectique du politique que de nous faire voir autrement ce qui nous semble familier et absolument évident. Quelques exemples. À partir d'une hypothèse elle-même paradoxale pour le contemporain de Platon, l'hypothèse c'est la politique est une science, ce que personne n'aurait pensé pas parmi les contemporains de Platon. Le dialogue questionne et met en cause le préjugé anthropocentrique que je viens de décrire, qui fait de l'homme un être destiné par nature à appartenir à une communauté politique. Mais non, il faut voir l'homme autrement pour commencer à comprendre ce que c'est que la politique. Et donc ne pas lui donner une nature, ne pas lui conférer une nature déjà politique, comme s'il se différenciait des autres animaux par son aspect plus doux, moins cruel, moins sauvage. Non, tout dépend de l'éducation qu'il reçoit, encore une fois. Mais ça, il faut qu'on le voit autrement. Autre exemple, je disais tout à l'heure que le mythe du politique est un des mythes les plus complexes, sans doute le mythe le plus complexe du corpus platonicien, un des mythes les plus discutés, extrêmement compliqué. Une chose est certaine, ce mythe met en question la figure théocentrée, presque théologique, du pasteur, le pasteur d'homme, hérité d'Homère, comme étant la figure adéquate pour rendre compte de ce que c'est que la politique. Donc là encore, c'est encore une autre figure qu'il va falloir voir autrement, et que le dialogue va nous amener à voir autrement. Troisième exemple, dans l'analyse des constitutions que le dialogue offre à partir de la page 291, dans la division traditionnelle, on a une analyse constitutionnelle qui, là encore, nous amène à revoir l'ensemble classique des constitutions, royauté, ou aristocratie, oligarchie, démocratie, tyrannie, mais à la voir autrement, à savoir à la voir sous l'angle de la science, ou de l'absence de science. Donc là encore, même dans les passages les plus techniques, les plus arides sur les constitutions, on a toujours cette volonté de nous faire voir une réalité qui nous semble donnée, de nous la montrer autrement, et donc de nous défamiliariser avec elle. Et puis je donne un dernier exemple, parce que c'est peut-être le plus frappant. On sait que le politique est aussi célèbre pour faire usage d'un modèle, le tissage, pour rendre compte de ce que c'est que la politique et de son activité propre. Eh bien, il fait usage, donc, le dialogue fait usage pour constituer et définir la science politique, donc d'un modèle, le tissage, modèle qu'il emprunte aux arts féminins et privés. Donc là encore, Platon a l'air de nous dire, pour comprendre ce que c'est que la politique, c'est pas nécessairement vers la cité démocratique des hommes qu'il faut regarder, mais peut-être vers l'oikos, c'est-à-dire la demeure privée, et les arts des femmes. C'est intéressant. Il y a aussi une discussion, c'est une autre manière sans doute pour Platon de continuer la fameuse thèse des philosophrènes qu'il développe de manière célèbre au livre 6 de La République. Alors, c'est à partir de cet effet de défamiliarisation, qui est donc inhérent à l'effort dialectique du politique, que la véritable science politique, qui est l'objet du dialogue, peut être définie. Et elle peut l'être, non seulement, si on veut le dire en grec, elle peut l'être pros alla, c'est-à-dire par rapport aux autres arts avec lesquels elle entretient des rapports, donc par rapport aux autres technai, et elle peut aussi être définie, comme on le dira en grec, kat oten, c'est-à-dire en elle-même, dans la spécificité des tâches qui sont les siennes. Sous cette perspective, alors, se révèlent les trois éléments caractéristiques de la définition de la science politique, que je veux quand même énoncer. La science politique est une science directive et prescriptive, qui répond à une fonction architectonique.
c'est une science du soin, de l'épiméléia, qui vise le bien du troupeau humain, et c'est une science du lien, dont l'objet est la production et le maintien de l'unité civique. Science prescriptive, science du soin, science du lien. Alors, il y aurait beaucoup encore à dire évidemment sur cette dialectique particulière que j'ai essayé de très rapidement caractériser, cette dialectique particulière du politique. Mais outre cela, je veux souligner ce qui me semble être l'un des apports conceptuels et philosophiques les plus notables du dialogue, son invention du concept de prescription. C'est en effet un point fondamental et au fond éminemment paradoxal du politique que de soutenir que la science politique n'est pas une science pratique, telle que une science pratique parce que elle appartient au genre des sciences qui visent la connaissance. Et le genre des sciences qui visent la connaissance dans le politique, ça rentre sous une seule catégorie qu'on appelle la gnostique. La gnostique, si on veut, ou le genre des connaissances qui visent la connaissance, et pas autre chose que la connaissance. Donc, dit autrement, la politique n'est pas une science pratique, pour Platon, c'est une science au même titre que l'arithmétique ou la dialectique. Évidemment, cette science doit pourtant agir. Sinon, ça ne serait pas de la politique. Elle doit agir, elle doit avoir des effets sur le troupeau humain dont elle a le soin. Alors, cette double exigence, faire de la science politique une science, et faire de la science politique une science politique, cette double exigence explique, me semble-t-il, la façon particulière dont le dialogue aborde son objet, la science politique, qui semble à la fois trop scientifique pour être efficace, mais trop pratique pour être une science. Vous voyez, on est toujours dans cette espèce de frontière. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce que trace, dans l'espace théorique du dialogue. Alors, je le dis d'une formule qui a évidemment ses limites, comme toute formule. Tout se passe, au fond, dans le politique, comme si la science politique ressemblait trop à la dialectique pour être vraiment politique, mais s'en distinguait tout de même suffisamment pour pouvoir prétendre être vraiment scientifique. Donc c'est ni vraiment la dialectique, ni pas encore de la politique. Bon. Alors je le dis encore autrement, l'authentique homme d'État platonicien, l'authentique politikos platonicien, est ce qu'il est parce qu'il est savant, ça c'est la grande thèse de la philosophie politique de Platon, mais en fait il semble bien trop dialecticien pour faire quoi que ce soit. Et par conséquent, il n'a pas l'air d'être un homme d'État digne de ce nom, puisqu'un homme d'État ça fait quelque chose, ça a des effets, ça agit. Alors, ce statut conféré à la science politique, en fait à la frontière de ce que nous appelons le théorique et le pratique, qui sont d'ailleurs des catégories aristotéliciennes, mais ce qui pose des problèmes, mais laissons ça de côté. Donc ce statut explique et justifie le recours au concept de prescription, que Platon appelle l'épitactique, du verbe épitakain, qui veut dire prescrire, ordonner. Ranger une armée, c'est tout ce champ lexical. Alors qu'est-ce que c'est que prescrire ? Prescrire, c'est connaître, évidemment, mais c'est connaître pour agir. Donc agir de façon médiate et non immédiate. Par ce concept, comme les toutes premières pages du dialogue le prouvent, me semble-t-il, Platon reprend à nouveau frais l'un des paradigmes qui a toujours, l'un des modèles qui a toujours guidé sa conception de la politique. Évidemment, le paradigme médical. Alors, pensez par exemple au Gorgias ou encore aux lois, où ce paradigme médical est associé à la politique de manière très étroite. Ce paradigme médical, dont on peut d'ailleurs penser que Platon l'a hérité de Socrate. Alors, qu'est-ce que c'est que ce paradigme médical ? C'est tout simplement l'idée que le médecin soigne, et pour soigner, il dispose d'une science ou d'un art, peu importe, qui lui permet d'élaborer des prescriptions en vue de la santé.
C'est ce qui se passe, c'est ce que ça signifie prescrire pour un médecin. Eh bien, il en est de même pour le politique, pour l'homme politique. À cette différence essentielle près, que les prescriptions du politique se transmettent à d'autres arts, alors que les prescriptions du médecin se transmettent aux patients. La politique est donc la seule science pleinement auto-prescriptive, une autre catégorie que le dialogue invente quand il creuse le concept de prescription. Donc seule la science politique est auto-prescriptive, puisque la politique ou le politique agit en déléguant à d'autres arts, non pas leur action propre, mais l'opportunité du déclenchement de ces actions. Et c'est ça qui est aussi encore un des apports fondamentaux de ce dialogue. Platon ne nous dit pas que l'homme politique, en dirigeant l'orateur, le juge, le stratège, par exemple, prenons le stratège, un exemple tout à fait parlant, Platon ne nous dit pas que l'homme politique, quand il dirige le stratège, va lui expliquer comment faire la guerre. Non, c'est le stratège qui sait faire la guerre. Mais ce n'est pas le stratège qui doit savoir quand faire la guerre. Ce qui est, comment dire, une vérité politique absolument universelle. On ne peut pas laisser l'opportunité du déclenchement de la guerre aux militaires. Justement, c'est les politiques qui doivent choisir quand, ou si, oui ou non, il faut faire la guerre. Parce que le militaire fait la guerre. Mais savoir s'il faut la faire et quand il faut la faire, ça, c'est du ressort du politique. Donc le déclenchement de l'action, c'est du ressort de cette science politique que Platon cherche à définir. Mais ça ne vide pas les arts subalternes de leur contenu, et de leur activité, même de leur prescription propre. Mais la prescription architectonique qui leur permet de déclencher leur action, elle vient de la science politique. Qui est donc la seule science pleinement auto-prescriptive. On comprend du coup pourquoi, dans le politique, Platon fait de la science politique la seule science du kairos. Le kairos, c'est ce terme grec qui veut dire, c'est très difficile à traduire, mais qui veut dire le moment opportun, disons. Moment opportun dans lequel les Grecs voyaient l'aspect temporel de la juste mesure qui leur était si chère. Donc l'homme politique, précisément, a cette science du kairos, c'est-à-dire cette maîtrise, cette compréhension du temps, de la valeur qualitative du temps, qui lui permet de prescrire pour déclencher des actions. Voilà, donc un des objets de cette science politique, qui n'est donc pas si vide que ça, et pas si abstraite que ça, c'est cette perception de cet aspect qualitatif du temps qui permet à l'action, donc qui permet de prescrire pour déclencher une action.